Homme d'État, stratège militaire exceptionnel, solidaire des pays du G5 et de la région du Sahel, les mots du chef de l'État pour un hommage à Idriss Déby Itno. Les obsèques ont réuni ce jour à Djamena plusieurs autres chefs d'État. Il a aussi été question de perspectives dans la lutte contre le terrorisme. La GNP 2021, c'est dans quelques heures. Sur place, nos équipes et le comité d'organisation s'activent. Plusieurs préoccupations du monde paysan seront exposées au chef de l'État. À quoi faudra-t-il s'attendre exactement? Nous serons en duplex dans quelques instants avec Fousseni Kindo. Le déstockage du coton-graine, la question s'inscrira sans doute au nombre des sujets abordés à la GNP, à Dédougou, et alors que s'annonce la prochaine campagne cotonnière, plusieurs cotonculteurs sont encore en attente de l'enlèvement de leur stock. Qu'est-ce qui explique cette situation? Nous serons sur place avec notre équipe. Parer aux situations de crise par un dispositif flexible, le Burkina dispose désormais d'un hôpital ambulant. 700 millions de francs CFA déboursés par les États-Unis pour contribuer à résorber les besoins sanitaires des populations. À la découverte du dispositif dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Les grands axes de la coopération entre la Chine et le Burkina sont revisités par le chef du gouvernement et l'ambassadeur de Chine. Inscrit à bonne place, les travaux de construction de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Ce matin, les deux personnalités se sont retrouvées pour une séance de travail que nous résument Rasmane Zoundi et Abdelaziz Yakibou. Un entretien axé sur des chantiers d'envergure qui cristallisent les espoirs des Burkinabés et pour lesquels la République populaire de Chine a marqué son accord de mobiliser les ressources et les technologies nécessaires. Au nombre de ces chantiers, l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, dont le démarrage effectif des travaux se fait toujours attendre après la pose de la première pierre en octobre 2020. Et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina de briefer le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré sur les efforts en train d'être déployés pour lever les goulots d'étranglement. On a beaucoup discuté les grands dossiers et les grands projets en cours. Par exemple, pour les projets, par exemple de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Et puis on est en train de discuter maintenant la modification de nouveaux plans architecturaux. Puisqu'avec le changement du site, il faut changer en même temps le plan. Et puis après la finalisation de nouveaux plans, et puis je pense qu'on va déclencher de notre part l'offre d'appel pour désigner une entreprise chinoise de construction. Et puis après, on aura une équipe chinoise qui va venir ici pour construire l'hôpital. Pour le bitumage du corridor Banfora-Sidiradou-Gawa, l'ambassadeur Li Jian renouvelle l'engagement de son pays à mettre tout en œuvre pour la concrétisation du projet. La prochaine étape, ça doit être peut-être aussi pour la procédure de financement. Et puis on a aussi vraiment une bonne perspective pour ce projet-là. L'axe Pékin-Ouagadougou va davantage se renforcer avec l'avènement de nouveaux projets de développement, à en croire le chef de la représentation diplomatique de la République populaire de Chine au Burkina. Le ministre de la Défense, lui, prend langue avec ses hommes du camp Thomas Sankara de Pau. Une poursuite de tournée dans les casernes militaires pour galvaniser les troupes. Visite guidée dans les locaux du groupement de gendarmerie de l'Académie militaire Georges Namono et du centre d'entraînement commando. C'est avec Adama Giti et Draman Datian. Honneur militaire au camp Thomas Sankara. Le ministre de la Défense veut voir les boys du SEC-Force à l'œuvre, le centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales. Le briefing avant l'action, renseignement, infiltration, franchissement et attaque. La manœuvre du jour consiste à capturer un chef terroriste. Mais il faut d'abord neutraliser sa garde. C'est ce que les stagiaires du SEC-Force savent faire le mieux. Donc nous recevons ici un panel de stages qui est assez large, qui va des stages d'initiation et d'aguerrissement commando aux stages de qualification commando, qui vont jusqu'au niveau instructeur.
Nous délivrons également donc des capacités spécifiques, notamment dans les domaines tireurs d'élite et dans les domaines de protection de haute personnalité ou tout autre domaine spécifique que le commandement veut bien nous confier. Ce type de formation, nous en avons besoin par rapport à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. En tout cas, je pense que aussi bien moi que tous les officiers qui m'accompagnent, nous avons été véritablement édifiés et nous en tirons une grande satisfaction pour les forces armées nationales d'avoir ces capacités-là autonomes et qui nous permet aujourd'hui de mettre au niveau de nos forces des hommes suffisamment aguerris et qui ont tout l'entraînement nécessaire. L'Académie militaire Georges Namoiano, l'école des officiers d'active, est aussi dans l'enceinte du camp Thomas Sankara. Le ministre Chérif Sy prend langue avec les encadreurs et les stagiaires. La 20e promotion compte 14 nationalités. Une nouvelle académie, plus moderne, est en projet. Ici, au poste de commandement de Pau, les gendarmes ont aussi des doléances, des préoccupations, qui, selon le ministre de la Défense, trouveront satisfaction dans la loi de programmation militaire révisée. Mais la loi de programmation militaire, nous sommes en train de faire son évaluation pour le redimensionner et puis proposer une nouvelle loi. Mais déjà, ça a quand même apporté, parce que beaucoup d'infrastructures que vous voyez aujourd'hui au niveau des forces armées, si vous faites le tour du pays, c'est parce qu'il y a eu cette loi de programmation. Nous aurions pu faire beaucoup de choses, si nous n'étions pas dans ce contexte d'insécurité qui nous oblige à pousser les moyens plus vers les opérationnels. Il est donc là pour galvaniser ces hommes engagés pour la défense de la patrie et les rassurer de la disponibilité du gouvernement à toujours soutenir les forces armées nationales. Nous vous le disions en titre, la journée nationale du paysan s'ouvre ce 24 avril à Manga. Elle sera présidée par le chef de l'État. Une journée aux grandes attentes pour le monde paysan également confronté aux crises sécuritaires et sanitaires. Nous retrouvons Fousseni Kindo depuis Manga pour les enjeux et le point des préparatifs. Bonsoir Fousseni. Bonsoir Ruth, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à Manga, donc dans le centre-sud, pour évoquer les préparatifs de la 22e édition de la journée nationale du paysan qui a lieu ce 24 avril à Manga. Et ce serait un face-à-face entre les producteurs du Burkina Faso et le président du Faso. Et le thème retenu cette année, c'est l'impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural. Quelle stratégie de résilience développée. C'est aussi donc l'occasion pour les producteurs du Burkina d'échanger avec le président du Faso sur les solutions à proposer. Et à Manga, tous les départements chargés de la gestion du monde rural au Burkina Faso sont là. C'est dire que les débats demain s'annoncent houleux, mais ce seront également des débats de taille dans le chef-lieu du centre-sud pour une réelle promotion du monde rural au Burkina Faso. Mais déjà, à quelques heures de ce rendez-vous, comment la ville se prépare à accueillir ses invités? Une de nos équipes a fait un tour en ville, notamment à la rue Marchande, mais aussi au lieu où doit se tenir le face-à-face. On fait le point avec Draman Guéné et Alidou Badini. Manga est déjà aux couleurs de la Journée nationale du paysan, 22e édition. La place de la nation devenue espace paysan pour la cause. Des acteurs du monde paysan exposent des équipements et des produits agricoles qui boostent le rendement. Tous espèrent faire de bonnes affaires à cette rencontre du monde paysan. Ce tracteur peut travailler dans les zones marécageuses. Également, il peut servir de pompe. Ça peut servir à pomper de l'eau et également à décortiquer le maïs et pas mal de produits. Nous avons des semences de très bonne qualité qui sont adaptées pour la saison des pluies,
qui permet aux producteurs de produire et d'avoir un bon rendement. Et vous savez que par exemple avec les chenilles légionnaires, les producteurs ont des difficultés par exemple, pour maîtriser ça. La GNP c'est vraiment la tribune qui est vraiment adaptée pour permettre aux producteurs de savoir qu'il y a une solution qui les permet de lutter contre la chenille légionnaire. Des produits du cru, il y en a aussi dans les rayons. Des produits agro-silvopastoraux cultivés dans la région. Ici, nous avons précisément notre produit phare qui est le riz local produit ici au Burkina, transformé à l'usine implantée ici à Manga, que nous avons exposé ici. Nous avons aussi du couscous du riz que nous avons exposé avec aussi le son et tiré à la transformation du riz. Je propose ici à Kéké farine de manioc, maïs et couscous de maïs. Je fais aussi conservation de tomates, de carottes, haricots verts, et aubergines sauvages et puis gombo, piment frais. Nous avons dans un premier temps la cérémonie donc, officielle qui est couronnée par la décoration en fait, de récipiendaires dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Après cela, nous allons avoir en deuxième étape l'échange direct avec le chef de l'État et les producteurs. Quand on voit en fait la commission thème qui s'active avec donc les producteurs qui réfléchissent sur la question, je présage en fait des échanges en fait fructueux sur le thème de la sécurité sanitaire et sur le thème également en fait, de l'insécurité en général. Sur le site, la cérémonie officielle de la Journée nationale du paysan 2021 se prépare avec des tribunes déjà dressées. Des chapiteaux sont juxtaposés pour le dialogue direct entre le président du Faso et les paysans. Justement, pour aller plus loin sur ce sujet, Manga qui s'est revêtu de ses plus beaux habits pour accueillir l'événement. Et nous sommes avec le ministre Salifou Ouedraogo, le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Fousseni Kundo. Merci de venir répondre à nos questions. Manga, le centre du monde rural burkinabé pour 24 heures, notamment à l'occasion de cette 22e édition de la Journée nationale du paysan. Une édition qui est placée sous le double signe de la crise sanitaire et sécuritaire, mais aussi de son impact sur les activités de production dans le monde rural. Est-ce qu'on doit comprendre que Manga sera le lieu des propositions, de solutions, de résilience? Merci Fousseni Kindo. C'est pour reconnaître qu'avec les problèmes d'insécurité qui ont entraîné un déplacement massif de population, de même que la Covid-19 qui a entraîné des difficultés de commercialisation des produits. C'est pourquoi nous pensons que ici, Manga, c'est une opportunité pour les producteurs de pouvoir échanger sur cette situation et de pouvoir trouver les solutions les mieux adaptées afin de faire face à cette situation. Même si on n'est pas encore sorti de ces crises sanitaires et sécuritaires, notamment sécuritaires qui ont causé des déplacements de personnes dans le pays, mais aussi la crise sécuritaire qui est mondiale. Oui, ça il faut le reconnaître parce que c'est une situation qu'il faut qu'on s'adapte. Cela traduit la capacité des acteurs du monde rural à traduire leur résilience face à des situations difficiles. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui à Manga, c'est une opportunité pour l'ensemble des acteurs du monde rural de pouvoir discuter et pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Oui, et il y a aussi le fait que pour cette année, 400 participants en gros, donc une journée nationale du paysan à minima, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous ne craignez pas, monsieur le ministre, de passer à côté de l'essentiel, parce que tout le monde ne sera pas là? Non, on ne peut pas parler de minima. Ça veut dire que avec ces différentes situations difficiles, on aurait pu éliminer, on pourrait plus supprimer la journée nationale du paysan. Mais malgré cela, l'ensemble des acteurs du monde rural a montré leur capacité à rebondir et faire face à cette situation et pouvoir discuter ensemble pour aller vers une situation meilleure pour améliorer la production agro-silvopastorale dans les années à venir. Ok. Et
Aujourd'hui, vous êtes à Manga. Et comment vous appréciez le niveau des préparatifs? Est-ce que le face-à-face qui a lieu demain entre les producteurs du Burkina et le chef de l'État burkinabé s'annonce? Non, il faut reconnaître que tout est fin prêt. Les 400 délégués qui doivent sont déjà arrivés à Manga. Les 100 récipiendaires méritants au niveau des producteurs qui doivent être décorés sont là. L'ensemble des forats au niveau des régions ont été réalisés. Le forum national a été réalisé. Les discussions sur les thèmes thématiques, les différents thèmes thématiques ont été réalisés. Donc tout est fin prêt pour qu'ensemble nous puissions faire le face-à-face avec le chef de l'État. Parce que l'ensemble des producteurs ont discuté, ils sont arrivés à tirer des conclusions, des recommandations qu'ils vont soumettre et ensuite maintenant voir comment procéder cela dans l'avenir et pouvoir inverser la tendance à l'insécurité alimentaire de notre pays en tenant compte des aspects d'insécurité et les aspects de la Covid-19. Oui, monsieur le ministre, il y a cette ambition du gouvernement burkinabé d'aller vers 1 million de tonnes de riz dans le cadre toujours de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. C'est un programme présidentiel. Comment vous appréciez le programme et quel est le message certainement qu'on peut lancer pour l'atteinte des objectifs notamment du programme, mais aussi de la sécurité alimentaire? Non, je voudrais dire à l'ensemble des producteurs de s'apprêter parce que nous voulons que tout le monde aille dans cette campagne agricole dans de bonnes conditions. C'est pourquoi le gouvernement va mettre à leur disposition l'ensemble des intrants qu'il faut. Ensuite, il faut que nous puissions vraiment mieux voir comment nous allons répondre à l'engagement du chef de l'État qui est de produire 1 million de tonnes de riz. Parce que vous savez, avec la Covid-19, vous avez vu que l'ensemble des pays ont commencé à fermer leurs frontières. Ce qui fait que les importations du riz que nous faisons, qui est plus de 450 000 tonnes par an, risquent d'être compromis. C'est pourquoi, avec l'ensemble des producteurs, nous lançons l'appel pour que nous puissions voir comment on peut valoriser tous les bas-fonds au niveau du Burkina Faso et faire en sorte que cette situation puisse inverser et pouvoir atteindre la sécurité alimentaire dans le domaine de la production du riz. Merci à vous, monsieur le ministre. Je rappelle que le ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles était avec nous pour évoquer le niveau de préparation de cette 22e journée nationale du paysan qui a lieu ici à Manga, dans le chef-lieu de la région du centre-sud. Voilà, Ruth Ouattara, on s'en tient là pour les informations d'aujourd'hui. Demain, on se retrouve sur le coup de 10h et en direct à la télévision pour les autres actes concernant cette 22e édition de la Journée nationale du paysan. À vous pour la suite du journal. Merci bien, Fousseni Kindo, et merci à toutes nos équipes sur place. On vous retrouvera, comme vous l'avez dit, au cours de nos prochaines éditions pour des informations complémentaires. Et pour être plus complet sur le sujet, un numéro spécial du journal Citoyen sur la 22e édition de la JNP 2021 à Manga. Le monde paysan, du moins une partie, confronté au problème de déstockage de sa production cotonnière. Les producteurs de Dédougou dans les départements de Safané et de Tchériba sont encore en attente de l'enlèvement de leur stock par la Sofitex. Un retard constaté au moment où certains se préparent à reprendre les travaux champêtres d'ici à quelques semaines. Les explications dans ce reportage de Yves Rwamba, Draman Nasso et Edouard Ouetraogo. Des stocks de coton non encore enlevés par la Sofitex dans les communes de Sibi et de Safané lors de notre passage en début avril. Même scène dans certaines localités de la zone de production cotonnière de Dédougou, plus précisément dans la commune de Tchériba. Ici comme ailleurs, des producteurs de coton croisent les doigts après leur dur labeur. Une situation que Siaka Tende a du mal à comprendre. Aller là, bon, là où nous sommes en avril, il y a du coton toujours dans la maison. Ah, tu vois, c'est difficile, hein. Les producteurs n'ont rien gagné jusqu'à aller là, c'est difficile. Pourtant, on a commencé même à enlever les tuyaux de coton de coton. On est prêt même pour la campagne à venir. Mais jusqu'à présent, il y a les cotons dedans. Et puis, on n'a pas de l'argent. Il y a des gens qui ont besoin des billes de trait. Il y a des gens qui ont perdu des billes de trait. Ils veulent remplacer, mais il n'y a pas l'argent pour les remplacer. Bon, c'est très très dur. À la direction de la zone de production cotonnière de Dédougou, le premier responsable tente d'apporter des explications. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
le mois de novembre, qui est un mois capital pour en tout cas la campagne de commercialisation du coton, n'a pas été beaucoup exploité. Parce qu'on n'a pas beaucoup égrené au cours de ce mois-là. De ce fait, la fin de la campagne prévue pour fin mars, il y a un décalage. C'est ce décalage-là qu'on constate. Sinon, quand on regarde les entrées là, par rapport aux prévisions, mais la quantité est énorme. Le chef de la zone de production cotonnière de Dédougou rassure les cotonculteurs. Le reste des stocks va entrer en usine avant le démarrage de la prochaine campagne cotonnière. Quand on dit achat, ce sont les pesées qui continuent, également la confirmation des chargements directs. Alors qu'actuellement, il n'y a plus de pesées, il n'y a plus de confirmation. C'est uniquement, en tout cas, l'étape de l'évacuation du reste du coton. Le tonnage qui reste sur le terrain, vraiment, ce sont des balayages qui restent. Dans l'ensemble, il reste environ 500 tonnes à faire rentrer. Voilà. Donc, dans le département de Kireba, il doit rester autour de 300. L'appel que moi j'ai lancé à l'autorité, en tout cas, c'est ils n'ont qu'à gourer pour que les cotonculteurs, tous les argent à tout. Sinon, ça, ça décourage. Si aller là, il y a du coton dedans, c'est pas ramassé. Est-ce que tu vas avoir le courage pour aller produire encore? C'est difficile. Toi, nous, en tout cas, nous on comprend, mais les jeunes là, ils ne peuvent pas comprendre. 61 174 tonnes de coton sont attendues dans la zone de production cotonnière de Dédougou qui comprend la province du Moun et le département de Bala. 70 326 tonnes de stock sont déjà entrées en usine pour égrenage. Des performances jugées excédentaires selon le chef de la zone de production cotonnière de Dédougou. Partons à présent pour le Tchad avec notre envoyé spécial Amandine Lalsaga, fraîchement de retour. Le chef de l'État participait ce jour aux obsèques du maréchal Idriss Déby. Une cérémonie d'hommage à un soldat tombé au front. Elle est ponctuée par des témoignages et des allocutions. Le président du Faso s'y est exprimé au nom du G5 Sahel. Nous vous proposons donc le compte-rendu. Tristesse et larmes sur les visages. L'atmosphère est pesante sur la place de la nation, ici en Djamena. Le Tchad fait ses adieux à son maréchal. Ultime revue des troupes pour Idriss Déby, mort au front. Une dizaine de chefs d'État s'inclinent tour à tour sur la dépouille de l'illustre disparu. Les obsèques du président tchadien donnent lieu ici à des témoignages. C'est le président du Faso qui rend hommage au maréchal Déby au nom du G5 Sahel. L'annonce de son décès tragique a provoqué une onde de choc dans notre espace sahélien, en Afrique et dans le monde. Je voudrais ici saluer l'engagement du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans le combat difficile que nous avons mené ensemble contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, et que nous poursuivrons en sa mémoire. En engageant les troupes tchadiennes aux côtés de nos forces armées sur le théâtre des opérations, il a toujours su faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard de nos pays et de notre région. Le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, a œuvré au sein du G5 Sahel à la création de la force conjointe et de la coalition pour le Sahel. Homme d'État, stratège militaire exceptionnel, il était un grand panafricaniste qui avait foi en l'Afrique et à son développement. Le président Roch Kaboré salue également la mémoire d'un ami du Burkina. Celui que tous les Tchad pleurent aujourd'hui a dirigé son pays pendant 3 décennies. Né en 1952, Idriss Déby s'en va comme il est venu au pouvoir, en chef de guerre. Il repose désormais dans son village natal situé à l'est du pays. En Djamena, il a aussi été question de perspectives dans la lutte contre le terrorisme. Le sujet a fait l'objet d'une séance de travail entre les chefs d'État du G5. À son arrivée en matinée, le président du Faso a aussi eu un tête-à-tête avec le président français. Les différentes rencontres se sont déroulées à huis clos.
Dans un tout autre registre, elles sont investies de l'autorité publique et elles se sont fixées pour mission de contribuer à faire cesser les violences faites aux femmes. Pour ce faire, elles créent une proximité avec les populations civiles. Un pari est tenu pour les policières de la région du Centre-Nord après 72 heures d'activité civilo-militaire. Constat avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un enrôlement massif au profit des femmes déplacées de la commune de Kaya. Cette initiative va permettre à 1500 femmes déplacées d'obtenir facilement leurs pièces d'identité, elles qui ne peuvent pas s'aligner à longueur de la journée pour se faire enrôler. Cet enrôlement entre dans le cadre de 72 heures d'activité de la policière du Centre-Nord. Une manière pour certaines policières de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Dans nos missions de chaque jour, nous recevons les femmes violentées de différentes sortes. Voilà. Donc nous avons vu que organiser ces 72 heures-là, c'est pour apporter notre pierre. Voilà. Pour contribuer à éradiquer ces phénomènes. Pour les parents de cette première édition, cette initiative s'inscrit en droite ligne des objectifs poursuivis par leur structure et association qui est de venir à bout des violences basées sur le genre. C'est des activités que nous menons depuis plus de 10 ans. Et donc si une personne qui s'inscrit dans cette dynamique de la sensibilisation, nous sommes toujours avec cette personne. C'est pour ça que nous avons voulu non seulement accepter de parrainer et aussi accepter d'accompagner l'initiative. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour des 72 heures d'activité de la policière de Kaya. Ce sont entre autres un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit de 300 femmes déplacées, une conférence publique sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, un cross populaire et une séance de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des personnes déplacées internes. Les femmes engagées sur plusieurs fronts pour le bien-être de leur communauté, celles-ci souscrivent à l'idée de l'interdiction des armes nucléaires. À travers leur Ligue internationale, elles ont tenu un atelier de sensibilisation sur l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires. Compte rendu signé Rasmane Zoundi et bienvenue Tonsa. Interdire et éliminer les armes nucléaires, un impératif humanitaire, pense la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui garde en mémoire les conséquences désastreuses des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. D'où la vulgarisation ici à Ouagadougou du tien, le traité d'interdiction des armes nucléaires, entré en vigueur le 22 janvier dernier. Nous cherchons à apporter l'information à la base sur la problématique des armes nucléaires. C'est une problématique dont on ne parle pas souvent. Pourtant, tout le monde est exposé à ce phénomène. Il faut qu'on en parle pour savoir quelles dispositions prendre pour se mettre à l'abri d'une certaine situation. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté espère la ratification et l'adoption des dispositions du tien par les États. C'est l'idée qui est ici partagée avec ces acteurs issus des domaines de contrôle des armes à feu, de la promotion des droits humains, de la paix, de la sécurité, des médias publics et privés et des organisations de la société civile. Le TIAN vraiment comporte des dispositions qui englobent tous les aspects liés non seulement à la possession, au stockage, à l'utilisation des armes nucléaires. Ces armes créent vraiment des dommages néfastes non seulement pour la population mais aussi autant que pour l'environnement et pour les biens aussi de la population. D'où l'idée vraiment de pouvoir vraiment amener tous les États du monde à pouvoir aller vers vraiment la ratification de ce traité. Parmi les nations non détentrices d'armes nucléaires figure le Burkina Faso. À ce jour, une cinquantaine d'États ont ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires, dont 6 pays africains. De nouveau, dans le dispositif sanitaire du Burkina avec la réception d'un hôpital ambulant, c'est un don des États-Unis estimé à 700 millions de francs CFA. Le dispositif peut être déplacé et installé partout où besoin est pour parer aux situations de crise ou d'urgence. Kwale Nepié et Nyakiteda. Un hôpital mobile qui peut être déplacé et installé partout, en tout temps et en tout lieu. Loin d'une utopie, le Burkina Faso en dispose désormais. C'est un centre de santé avec les mêmes commodités de soins que les autres établissements sanitaires. Des lits d'hospitalisation,
des plateaux de soins à la hauteur des attentes, un groupe électrogène pour alimenter en permanence l'hôpital en énergie, de l'eau potable. Bref, c'est un hôpital pour répondre aux crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires. Lorsque nous sommes devant une urgence sanitaire telle que Covid ou Ebola, il est possible de créer un environnement très conditionné qui permette de ne pas propager la maladie et de contenir la maladie à l'intérieur. Donc c'est un hôpital qui vient renforcer les capacités de Burkina devant toutes les situations de catastrophes humanitaires ou sanitaires. D'un coût d'environ 700 millions de francs CFA, l'hôpital mobile est un don des États-Unis pour soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans sa quête de renforcement du système sanitaire pour répondre aux besoins des soins des populations. Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le don d'un hôpital mobile au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Cet hôpital va aider le gouvernement de répondre aux urgences, aux épidémies, aux catastrophes. Et c'est un exemple de partenariat entre les États-Unis et le Burkina Faso. De 2015 à 2020, 109 centres de santé sont fermés. 140 autres connaissent une dégradation et offrent des soins et des services réduits du fait de l'insécurité. Ce don arrive à point nommé selon le ministre de la Sécurité à cette cérémonie de remise. Ouseni Compaoré qui insiste d'ailleurs sur son bon usage. Les ministères de la Santé, de la Défense et de l'administration du territoire en assurent la gestion. L'ambassadeur des États-Unis qui était aussi dans les locaux de la CAMEG, la diplomate américaine a fait le constat du conditionnement des intrants avant de s'enquérir de l'usage fait du soutien de son pays au Burkina. Urbain Benito Somé et Akiteda. La visite à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est une occasion pour les responsables de l'établissement de faire l'état des lieux à un partenaire qui constitue un appui essentiel pour la CAMEG. Les États-Unis ont renforcé en médicaments et appuyé techniquement la centrale pour assurer la chaîne d'approvisionnement. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'appui du USAID du gouvernement américain, nous avons pu mettre en place des capteurs de température qui nous permettent de monitorer les variations d'humidité et de température sur toute la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts centraux ici, jusque dans les régions. Dans nos camions, dans nos chambres froides, dans nos chambres à température ambiante, nous savons à tout moment quelle est la température et nous pouvons prendre en cas de hausse de température. On a des alertes qui arrivent directement sur un système et les responsables de la qualité peuvent tout de suite mettre en place un plan d'action pour pouvoir avoir une température idoine. À partir de ces postes, par exemple, l'équipe de qualité a la température de toute la chaîne de distribution du réseau CAMEG. Outre le poste, la diplomate américaine visite les unités de gestion des intrants, compartiment après compartiment, et elle ressort satisfaite. Le gouvernement américain donne un soutien important au secteur de santé et nous avons coopéré avec la CAMEG et donc c'était pour moi un grand plaisir de voir le travail que nous faisons ensemble. La CAMEG joue un rôle central dans le système de santé et de l'offre de soins. La directrice générale dit être consciente de cela, c'est pourquoi avec son équipe, elle travaille à rendre accessibles les produits en tout temps sur toute l'étendue du territoire national. Dans le même registre santé, le secteur privé se montre résolument engagé aux côtés du gouvernement pour une lutte plus accrue contre le paludisme. À travers le concept Zéro Palu, les entreprises s'engagent. C'est une campagne qui vise à mobiliser les entreprises et leurs chefs en faveur du contrôle et de l'élimination du paludisme. L'initiative est portée par le groupe Ecobank, Speak Up et la RBM. Le lancement en présence d'Issa Kafando et Isia Kanana. En initiant cette campagne Zéro Palu, les entreprises s'engagent, le groupe Ecobank et l'ensemble de ses partenaires entendent stimuler l'engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. C'est une campagne pour ainsi favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable de la lutte et de l'élimination de la maladie. Ecobank que je représente a une responsabilité sociale qui nous oblige, partout où nous opérons, à nous intéresser et à nous investir, tant financièrement que physiquement, à lutter contre tout ce qui pourrait affecter la population.
Et c'est dans ce cadre qu'en partenariat avec Speak Up Africa, nous avons donc décidé non seulement de contribuer, d'apporter notre contribution financière, comme j'ai annoncé tout à l'heure, 60 millions, mais également de faire un appel pour mobiliser l'ensemble du secteur privé à apporter leur contribution pour pouvoir aider le gouvernement. Avec plus de 11 millions de cas et près de 4000 décès enregistrés en 2020 au Burkina Faso, le paludisme reste l'un des principaux motifs de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires selon le département de la santé. Et cet engagement du secteur privé dans la lutte est fortement salué. Et vous savez très bien que tout travailleur dont l'enfant est affecté par le paludisme est obligé d'abandonner son travail pour s'en occuper. Et cela va donc se répercuter sur le rendement de l'entreprise. C'est pour cela que l'initiative engagée donc par l'ensemble des partenaires pour booster le paludisme hors du Burkina est la bienvenue et nous saluons ça à sa juste valeur. Après le Bénin et le Sénégal, le Burkina Faso est le troisième pays à lancer cette initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Une initiative à travers laquelle le gouvernement et ses partenaires entendent mutualiser leurs efforts pour l'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end sur la RTB et à demain, Dieu voulant.